Ce live exceptionnel animé par Esseni Sisiblissi plonge au cœur de l'histoire politique du Togo, en revisitant le nationalisme togolais à l'époque du président Sylvanus Olympio, figure emblématique de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Avec des invités de marque, Danny Komlan Aïda, Maître Arnaud Kwasigan Agba et le commandant Olivier Ama, cette discussion offre une analyse approfondie des fondements idéologiques du nationalisme togolais, des ambitions de Sylvanus Olympio pour un Togo libre, autonome et économiquement indépendant, ainsi que des forces internes et externes qui ont influencé le destin politique du pays. Le débat explore également les racines de la situation sociopolitique actuelle du Togo, en mettant en lumière les événements marquants de l'après-indépendance, les ruptures politiques, les luttes de pouvoir, mais aussi les espoirs et désillusions du peuple togolais au fil des décennies. Au-delà d'un simple rappel historique, ce live se veut un exercice de mémoire nationale, un appel à la conscience citoyenne et une réflexion stratégique sur l'avenir du Togo, sa souveraineté, son identité et son modèle de gouvernance. Une émission incontournable pour celles et ceux qui souhaitent comprendre l'histoire politique du Togo, décrypter les enjeux du présent et mieux anticiper les défis du futur. Voilà, merci beaucoup. Danny Komlan Aïda, on a toujours entendu parler de lui, il est là, c'est le compte avec DAK, mais qui est vraiment Danny Aïda? Mi senekwe, et le M66 vio, soyi, et New York nami, et di jomi kakeka, mia me bokbolia, quand mi va le seben kosubo, mais mia se ame kebenia. Donc Danny Komlan Aïda est un expert togolais en gouvernance démocratique, développement institutionnel et management de l'innovation. Il est actuellement directeur résident senior de l'Institut national démocrate pour les affaires internationales pour la République démocratique du Congo et les pays d'Afrique centrale. Il est également fondateur et directeur général d'Africa Label Group SA, une société internationale de conseil en stratégie et management opérant dans leurs pays africains. Donc, sa biographie, on va lire ça vite. Danny Aïda est titulaire d'un Master of Science en innovation et entrepreneuriat de HEC Paris, d'un Master en Management du développement de l'Open University au Royaume-Uni, d'une maîtrise en droit public international de l'Université du Bénin, actuelle Université de Lomé au Togo, ainsi que d'un diplôme en communication et médias obtenu à l'IAG, University, excusez mon anglais, acceptez-le comme ça, en Afrique du Nord. Voilà. Danny Aïda commence sa carrière dans le journalisme et la société civile au Togo, où il occupe notamment la fonction de coordinateur national de la concertation nationale de la société civile, CNSC Togo. Il s'engage activement dans la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne en partenariat avec diverses organisations togolaises et de la diaspora. En 2003, il contribue à la mise en place du Conseil national de surveillance des élections, CONEL, et à l'organisation de programmes d'observation électorale avec l'appui d'organisations canadiennes telles que Droit et démocratie et développement et paix. Il a également participé à plusieurs missions de plaidoyer auprès de la CEDEAO et de partenaires internationaux pour la démocratisation du Togo. Depuis 2004, il collabore régulièrement avec le National Democratic Institute, NDI, une organisation américaine soutenant les processus démocratiques dans le monde. Il est nommé directeur résident senior du NDI pour la RDC et les pays d'Afrique centrale, où il supervise des programmes de gouvernance, de participation politique et de renforcement institutionnel. En parallèle, il fonde Africa Label Group SA, une société de conseil actif dans plus de 30 pays africains. Pardon, j'ai perdu mon sérieux là-bas. Ok, Midjo, spécialisé dans la stratégie, la gouvernance et la transformation organisationnelle. L'entreprise a mené plus d'une centaine de projets pour des institutions internationales, dont la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque islamique de développement, la CEDEAO, l'UEMOA, l'UCED et le PNUD. Sur ce même panel, vous avez Maître Arnaud Kwasigan Agba. Oui, Maître Arnaud Kwasigan Agba, il est une fois passé dans notre live. On n'a pas eu le temps de le présenter. Aujourd'hui, ça va être chose faite parce que Eyambe Mianya, grand frère Kewe, ou les nomianti, les combats yami. Eyam,
Voilà. Donc, Maître Arnaud Kwasiga Agba est un avocat inscrit au barreau de Toulouse, docteur en droit privé spécialiste du droit des affaires bancaires et financiers. Fondateur de son cabinet en 2012, il possède une solide expertise en droit au RADA, immobilier commercial et des nouvelles technologies. Enseignant à l'université Toulouse, Capitole, il allie pratique juridique et académique. Parcours et expertise. Sa formation, il est docteur en droit privé, titulaire d'un master 2 en secteur financier et d'une maîtrise en droit des affaires. Au niveau de l'enseignement, il est qualifié maître de conférence en 2010. Il intervient en master 2 à l'université Toulouse, un Capitole garantie financière. Il a un cabinet, son cabinet fondé en 2012 à Toulouse est spécialisé en droit bancaire financier des sociétés commerciales et immobilières. Sa spécificité, je vais me blesser. Je suis trop contente d'avoir des gens comme ça sur mon truc. Je me blesse. Sa spécificité, expertise reconnue en droit OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et en droit de l'informatique télécommunication. Approche, il est reconnu pour son professionnalisme et un suivi personnalisé de ses dossiers. Grand maître Ouezon. Maître Agba Ouezon, Yo, ici, comment vous allez? Merci beaucoup de m'avoir honoré. Yo, merci beaucoup de m'avoir honoré par la présence et surtout aux côtés des deux Manitou. Donc, j'ai nommé Dani Aïda et aussi le commandant Olivier Ama, sachant que ce sont des grands avec qui j'ai toujours discuté, des personnes avenantes, des personnes mues par l'idée d'un Togo libéré. Et je réitère encore mes vœux à votre endroit, qui sont ceux de nous tous, de voir ce Togo libéré. Je vous vois nuit et jour en train de vous battre aux côtés de chef canton de Pézindé, de Table Ronde, Monomoni, mes sœurs, et je sais que vous abattez un très sérieux travail. Sachez que je suis flatté et aussi honoré d'avoir été invité à partager cette tribune avec vous. Merci. Vraiment, je ne saurais assez vous remercier. Merci beaucoup, grand-mère. Nous sommes aussi très, très honorés. Merci pour la grande considération. Merci d'être toujours là si besoin. Merci infiniment, maître. Donc, Amesia Menya Mekeni, grand frère Olivier Ama. Voyez qu'elle dit, mi Jessivo. Mi c'est gomme. Mi c'est Olivier Ama. Qui n'a jamais entendu parler d'Olivier Ama? Tu as peut-être 15 ans, tu as 10 ans. Non, les 25 ans, mais les 20 ans, mais forcément, là, d'ici, il y avait grand frère, commandant très respecté, Olivier Ama. Mais qui est-il vraiment? On y va. Ama Poko Olivier est sorti du collège militaire de Chichao en 1990. 2 ans plus tard, en 1992, il revient avec le grade de sous-lieutenant de l'école des forces armées de Bouaké en Côte d'Ivoire. Devenu gendarme en juillet 1994 et étant commandant des troupes de maintien d'ordre à Lomé, après le décès d'Adema en 2005, il refuse de reprimer dans le but de la conservation du pouvoir. La hiérarchie militaire l'enlève de ce poste et l'affecte à l'intérieur du pays. En 2007, il devient commandant et en 2009, il est accusé de tentative de coup d'État. Arrêté puis détenu d'abord au secret pendant 18 mois par la garde présidentielle, et ensuite 12 mois à la gendarmerie, il sera jugé par une cour spéciale qui reconnaîtra son innocence. Malgré le fait qu'il fut innocent, il sera condamné à 24 mois de prison puis radié de l'armée. Une condamnation et une radiation derrière lesquelles Olivier Ama voit la main de Fort Gnassingbé. Libéré en septembre 2011, il se joint aux différentes associations de défense des droits de l'homme. Il participe à une première marche le 12 janvier 2012. Le grand public découvre alors un combattant courageux et un tribun hors pair. En juin 2012, il crée avec d'autres camarades d'infortune l'association des victimes de torture Las Vito, qui s'affilie aux organisations déjà existantes et plus tard au collectif Sauvons le Togo pour lutter contre les multiples violations des droits des Togolais. En octobre 2012, en sa qualité de président d'une association dénonçant et luttant contre la torture et étant lui-même victime de torture, Ama Poko Olivier est invité à Genève en Suisse où pendant 3 jours il témoignera devant l'Organisation mondiale contre la torture OMCT, contrariant ainsi l'État togolais qui nie toujours l'existence de traitements inhumains sur les prisonniers togolais. C'est lors d'une manifestation du collectif Sauvons le Togo qu'il crée l'événement qui le conduira une deuxième fois en prison.
En effet, comme nous l'écrivons plus haut le 24 mai 2013, profitant d'une interview, Olivier Ama met pratiquement les pieds dans le plat en disant très haut ce que beaucoup murmurent et un véritable coup de gueule où il dénonça ces lieux de torture comme la gendarmerie, où il déplora que les autorités politiques aient fait en sorte que l'armée et le peuple se regardent en chien de faïence, et où il demande à l'armée de prendre ses responsabilités, faisant un rappel entre la situation politique délétère d'aujourd'hui et celle de 1966, où, ayant obligé le président d'alors, Nicolas Grunitzky, a démissionné. Originaire de Pia, dans la préfecture de la Kosa, Olivier Ama fut arrêté et déporté dans la prison de Mango le 30 mai 2013. Sous la pression des organisations des droits de l'homme nationales comme étrangères, il sera libéré le 14 février 2014. Et en septembre de la même année, sentant sa vie en danger, il quitta le Togo. Commandant Wezon. Yo, et c'est dit. Fofo, Wezon. Afrique au point nuit, ça m'a dérouté, hein. Wezon, Kakaka, nous sommes toujours honorés, nous sommes très honorés. Les filles, les filles, on est très honorés. Wezon, Fofo. Merci beaucoup, merci. Akwe kaka, akwe. Moulé Dogbena et Daniel Ida Kudo, maître Kwasi Agba. Voilà. Et Nikono aussi Agbe. Tous mes respects. Respect, commandant. Oui, maître, bonsoir. Heureux de te retrouver ici. Oui, ça va, je vais bien. Toute la joie est pour moi, hein? Ok. Oui. Vraiment, je suis honoré d'être live. Merci pour l'invitation, Esseni. Merci d'avoir pensé à nous. Et vraiment, merci aussi pour ton combat. On te voit tout le temps. Tu es infatigable et que vraiment, tu as notre soutien. Merci beaucoup. Tu as vraiment notre soutien parce que vous savez ce qui se passe dans l'environnement politique togolais, surtout du côté de vous, les jeunes, Clashwa. Et maintenant, je pense que Mirola Bouta me viré et puis au niveau de la jeunesse, que la jeunesse puisse tirer, grouper sur le même objectif. Voilà quoi. Merci. Donc, Eyewa, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Grand frère Olivier Ama, est-ce que le mot Ablodevi dit quelque chose aux gens du nord du Togo? Quand on parle d'Ablodevi, ça sonne comme quelque chose dans le nord du Togo? En toute sincérité, actuellement, en tout cas, même quand nous étions jeunes à l'école, ça ne dit rien à un homme du Nord quand on parle d'Abloré. Parce que, vous savez, quand le feu Yadema a pris le pouvoir en 1967, je pense que tous les Togolais le savent, hein, il a mené un combat âpre contre le système Abloré dans le nord du Togo. Donc, Abloré dans le nord représente une catégorie de personnes ou une catégorie de clans que les gens du nord, en tout cas le mot là est rejeté. Ce mot-là est rejeté. C'est comme c'est l'apanage d'un certain clan dans notre pays qui pense que le Togo leur appartient seul. Voilà la conception que les gens du Nord ont du concept Abloré. C'est pourquoi le mot Abloré n'est pas vulgarisé dans le Nord et les gens ne savent rien de ça. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, commandant. Grand frère Dani Aïda, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci, Céline. Merci une fois encore pour l'invitation et le plaisir d'être avec mes frères, le commandant Olivier Ama et mon frère bien-aimé, maître Arnaud Agba. Et nous nous retrouvons souvent dans d'autres cercles pour échanger sur les affaires du Togo chéri. Et félicitations à vous. Toi-même, tu nommes votre groupe
Voilà. Donc, je crois qu'on on vous appellerait les Pézudélandais. Donc, aujourd'hui, quand j'ai reçu, c'était déjà hier, les appels de table ronde et aujourd'hui de chef canton, tu sais, le chef canton de Pézudé, quand il te convoque, tu laisses tout et puis tu réponds parce que il a su établir avec vous qui l'entourez d'autres une certaine respectabilité. Pour venir à la question, je crois que c'est une question un peu difficile, un peu épineuse, qu'on va essayer de creuser. En gros, ta question revient à nous demander, est-ce que le nord de notre pays, de notre petit territoire-là, a participé activement à la lutte de décolonisation? C'est ça la question en réalité. Parce que... on va arriver à cette étape. Mais... Oui, parce que quand tu dis ablorer, par exemple, c'est de façon générique, c'est comme un concept que une partie de la communauté togolaise a développé en ce moment de façon générique pour caractériser l'indépendance. Et c'est génial, c'est comme un fleuron, on peut diablorer et puis tout le monde est content. Et quand vous écoutez le message de Sylvanus Olympio proclamant l'indépendance, et quand il a prononcé le terme ablorer, je crois que ça a résonné parce que c'est un terme en langue togolaise. Vous voyez? On peut le prendre ainsi. Maintenant, chaque communauté, quand vous fouillez dans l'histoire, quand vous fouillez dans l'histoire ancienne comme récente, il y a des recherches qui continuent sur notre pays où nos compatriotes et même des étrangers font des recherches et publient des documents. Donc, au cours de cette émission, au cours de cette causerie, j'appelle ça ainsi parce qu'on ne va pas trop se prendre au sérieux, on va causer entre nous Togolais pour voir ce que nous retenons de chaque aspect du pan de notre histoire, ce qu'on nous a appris et ce que des historiens de notre pays continuent aujourd'hui à divulguer parce que il y a encore des témoins de ce temps, certains continuent à disparaître, mais il y a des recherches qui ont révélé des choses. Et comment tout ça contribue aujourd'hui à édifier l'homme ou la femme du Togo, je crois que ce sont des aspects qui nous préoccupent parce qu'on est face à de grands défis où c'est difficile de savoir où on veut aller si nous ignorons d'où nous venons. Donc, encore merci pour ce thème que je trouve bien à propos. Et nous allons en parler de long à large. Et je suis content de partager tout cela avec mes frères Olivier et Arnaud. Merci beaucoup, Fifi. Merci beaucoup. Grand frère, maître Agba, Bidonia de la Sopia, s'il vous plaît. Oui, j'ai beaucoup à dire, Esseni. Merci beaucoup pour cette question. J'ai bien peur de... Personnellement, je suis du Sud. Non, en fait, si on considère la culture togolaise ou alors les cultures togolaises, si on peut aller plus loin, je suis considéré comme du Sud, mais je suis né à Sokodé, où j'ai grandi d'ailleurs, et passant des vacances à Lomé, donc j'ai eu cette chance-là de brasser les deux niveaux culturels. Et personnellement, quand j'ai grandi, quand on parlait d'Ablodé, jusqu'aux années 90, parce que le 5 octobre 90, c'était un vendredi, je me rappelle encore, et pour moi, c'était un tournant dans l'histoire. Parce que avant cela, quand on parlait d'Ablodé, on voyait ça négativement. Et j'estime que c'est une question d'ancrage dans le passé, parce que l'information n'a pas été bien divulguée. Auparavant, on parlait d'Ablodé, et quand on parlait d'Ablodé, on parlait de Ablodé Sodia. Donc, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de tyrannie derrière, qu'on avait une sorte de rouleau compresseur contre le Togolais et qui ne se reconnaît pas dans une politique considérée comme rétrograde et réductrice, celle de Sylvanus Olympio. Sauf que ce n'était pas le cas, dans la mesure où, au moment où en 63 et en 67, l'armée arrivait au pouvoir, on a essayé de dénaturer l'histoire togolaise. Du coup, les gens du Nord n'ont pas compris vraiment le sens d'Ablodé. Et là, à partir du 5 octobre 90, c'est là où les gens ont commencé à s'intéresser un temps soit peu à l'histoire, la vraie histoire du Togo. Et les gens comprendront en ce moment-là que quand on parle d'Ablodé, c'est une question de liberté. Et d'ailleurs, même, je me rappelle qu'à Sokodé, on parlait d'Ablodé et les gens répondent d'Ablodé Gbadja. Donc, en répondant, et ils ont ajouté Kezembidi, Amayei, une manière de dire que ils ont aussi leur manière de présenter ce qui constitue une locution du Sud. Donc, c'est dire que c'est une question d'information qui était mal passée, une question d'endoctrinement, et aussi le fait que quand on parle d'Ablodé Sodia avec une partie de l'histoire qui a été savamment occultée
Et là, d'ailleurs, même j'en veux un peu aux historiens togolais parce que j'estime que le travail de fond n'a pas été effectué. Bon, nous aurons l'occasion d'en débattre là, ou d'en discuter du moins, et je pense que nous aurons l'occasion de débrouiller tout ce qui semble occulte dans cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup à dire, malheureusement ou alors heureusement. Merci beaucoup, grand maître. Ouais, j'aimerais vraiment remercier tous nos grands frères. Et excusez-moi pour ma voix, j'ai pris une grippe, mais je ne pouvais pas rater ce live parce que je tiens vraiment à participer, à être là, à apprendre, à vous écouter, nos grands frères, parce que on ne cesse jamais d'apprendre. Je crois que la fin de l'apprentissage, c'est au tombeau. Donc, aussi longtemps qu'on est vivant, qu'on apprenne, c'est bien d'approcher les grands frères qui s'y connaissent dans différentes matières pour qu'on puisse apprendre. Et je suis vraiment honoré de pouvoir parler à des grands frères comme Dani Aïda, le commandant Ama, le grand frère Kwasi, Agba, Maître Agba. Et vraiment, vous nous faites honneur au canton de Kwezinde. Pour moi, je suis du Nord. Pour être honnête, je sais qu'il y a eu les martyrs de Pia, je sais qu'il y a eu les trucs, mais vous savez, l'école au Togo, on a vraiment raté l'éducation. On nous a appris ce qu'on voulait qu'on apprenne. On nous a présenté ce qui arrangeait un certain groupe de personnes. Donc, quand nous apprenons l'indépendance du Togo, on a eu l'impression comme si c'était juste le Sud qui s'est battu et tout. C'est avec le temps, quand on a grandi, on a commencé à faire les recherches. Nous-mêmes, on a compris qu'au fait, c'était une question de tout le Togo. Et nous, les gens du Nord, on s'est sentis un peu écartés parce que c'était comme si c'était une question du Sud alors que c'était tout le Togo. Donc, c'est bien qu'on ramène ces sujets pour éclairer la population, pour qu'ils comprennent que quand il y a un problème, et quand il y a un problème au Togo, c'est tous les Togolais qui sont affectés et c'est tous les Togolais qui doivent se lever pour apporter leur pierre à l'édifice, comme ils l'ont fait dans le passé. Merci d'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dada. Et merci d'avoir regroupé tous nos grands frères. Merci ici, vraiment, merci beaucoup pour tout ton travail dans Pésidela Tabron. Que Dieu te bénisse. Togo Prol, bienvenue vite fait à nos grands frères et puis on démarre l'émission de Merci à toi Esseni. Merci aux grands frères d'être présents ici aujourd'hui pour nous édifier ici l'histoire du Togo. Maître Kwasigan l'a dit tout à l'heure, la vraie histoire du Togo a été occultée au lieu d'être auscultée. Je pense que c'est l'occasion aussi pour nous d'apprendre suffisamment du commandant, du grand frère Dani Aïda et encore de mon cher maître Agba. Donc merci à toi Eteni, merci à toute l'équipe pour cette belle thématique posée. Merci pour tout le protocole, merci pour toute ta présence et tout ton travail dans Pésidela tous les jours. Voilà, merci beaucoup. Y avait-il des nationalistes dans le Nord? Et quand je parle de nationalistes, je ne parle pas forcément des gens d'unité, du culte. Mais est-ce que il y avait en gros des nationalistes dans le nord du Togo? Je vais commencer avec le commandant, s'il vous plaît. Oui, Madame Esseni, merci pour la question. En tout cas, pour votre gouvernement, ma soigne au niveau de mes diplômes, soit d'Arifiene à Messia Meba. Bah, c'est bon. Au niveau de l'armée, j'ai un diplôme en maintien d'ordre, diplôme de haut niveau en maintien d'ordre, et je suis titulaire d'un diplôme d'état-major. Tu es titulaire du CID, de l'école de guerre, c'est ça qu'on appelle le CID. Là, on peut considérer que c'est niveau doctorat au niveau de l'armée. Voilà. Donc, bravo, commandant. Ok, super. Ok. Donc, y avait-il des nationalistes dans le Nord? Bien sûr. Le Nord était truffé de nationalistes. Okay. Ce que je peux dire, c'est l'arrivée au pouvoir du général Eyadema. Vous savez, comme il avait revendiqué la mort du premier président, donc il avait toute cette force de combattre le système Abloré dans le Nord. Avant Eyadema, Abloré, même si les gens du Nord ne comprenaient pas le mot Abloré, ça se prononçait. Mais quand il est arrivé, il a démarré un combat contre ce système, donc tout le monde
s'abstenaient. Alors, si bien que les jeunes qui sont nés après 67, dans les années 70 jusqu'en 80, n'ont aucune notion d'Abloré. C'est à partir de 90 que ce système, le mot est revenu, et bon, les jeunes l'ont rejeté, quoi. Parce que ils ont une autre idée de ce mot Abloré. Donc, il y avait plein de nationalistes dans le Nord. Même chez moi, à Pia, le canton de Pia était vraiment un canton de nationalistes. Jusqu'à Kouméa, voilà. Et à Kara, il y en avait. Et quand vous allez à Mango, à Dapaon, il y en avait plein. Même aujourd'hui, je peux même dire que le grand-père ou l'arrière, oui, le grand-père de Farida, par exemple, à Bassar, c'est lui qui collectait les fonds et marchait jusqu'à Blita, prendre le train pour descendre à Lomé avec la contribution de la région de Bassar. Bon, quant aux nationalistes de Kara, ils utilisaient le vélo, ils pédalaient de Kara jusqu'à Blita. Ils faisaient monter les vélos dans le train et continuaient. Et puis il y avait d'autres personnes, la jeunesse truffée d'agents de renseignement qui donnaient des informations à la portion centrale à Lomé, c'est-à-dire Olympio, qui est le leader de tout ce monde-là. Donc le Nord était bel et bien truffé de nationalistes. Merci. Merci beaucoup, c'est clair. Grand frère Daniel Aïdamia, Sonia Alekpe Namia. Merci. Je crois que question elle est claire là. C'est-à-dire on est bien nationaliste au nord vaillement. Voilà. Et j'entends pas nationalistes ceux qui sont attachés au pays et qui dans les actions ont contribué à la libération, à l'indépendance. Exactement. Voilà. Et je crois qu'il faut préciser une chose. Pendant longtemps, on a célébré ceux qui ont gagné les élections de 56 et de 58, qui ont conduit après à l'indépendance proclamée en 60. Et c'est la coalition Cuit-Juvanto qui avait gagné cette élection-là. Face à d'autres partis comme le PTP, comme l'UCPN et autres, qui étaient plutôt considérés comme des partis pro-administration coloniale. Donc, quand on célèbre l'indépendance, on peut considérer que pendant longtemps, on a privilégié la version des vainqueurs. Ben, au fait, quand vous prenez le PTP et l'UCPN, c'était pas des gens a priori qui étaient opposés à l'indépendance du Togo. Mais ils allaient dans au rythme de ce que le colon de la France, qui à partir de 46 a commencé à vouloir par endroit organiser l'assimilation ou bien faire au PTP, c'est bien le parti progressiste, pour que ça soit clair pour tout le monde. Exact. Voilà, quand PTP a progrès, pour que ça soit clair pour tout le monde. Okay. Voilà. Donc, et puis, c'est la petite histoire. Moi, je suis du sud du Togo, je suis dans Zahoum, à 50 km de Lomé. Mais je peux te dire que mon grand-père, à l'époque, était le représentant du culte dans cette localité. Il était très fier c'est dans notre cour que la réunion s'organisait, pendant que ma grand-mère, sa femme, était très fière d'appartenir au progrès. Vous voyez? C'est ça la tendance de cette période-là. Là, je parle d'une dynamique familiale au sud du Togo. Maintenant, quand vous voulez transposer ça au niveau national, vous voyez les dynamiques qui existent. Donc, il y a des événements que des historiens togolais et étrangers ont retenus qui nous démontrent que dans les localités comme Tchamba, Dapaon, Sokodé et autres, il y a eu des événements majeurs de nationalistes qui ont organisé par endroit des actions de désobéissance civile, ou bien qui se sont battus, et des populations qui ont été traquées par le colon. Et tout ce monde-là se battait pour la libération du pays. Maintenant, il y a eu un événement ponctuel, élection en 58. Qui a gagné cette élection? Ben, c'est le culte. C'est eux qui étaient catalogués nationalistes.
Vous voyez? Donc, si c'était les autres qui avaient gagné cette élection et qui voulaient se séparer de la France à un certain rythme différent du rythme que les autres disaient, on allait aujourd'hui, c'est leur version peut-être qui allait triompher. Donc, je crois que nous, Togolais, qui aimons notre pays aujourd'hui, on va pas passer tout ça là par pète et profit pour dire, voilà, parce que ceux-là ont gagné les élections, c'est eux seuls qui ont raison, donc la nationalité, c'est eux, les ablorévis, c'est pour eux seulement. Si on fait ça, ben, ce serait faire tort à ma grand-mère qui, à l'époque, était fière d'appartenir au progrès et qui le faisait bien. Justement, grand frère Voilà. Daniaïda, j'aimerais bien comprendre ce côté. Donc, si je comprends bien, il faudrait qu'on prenne les progressistes comme des nationalistes qui ont essayé à leur façon, à leur manière de voir les choses, de sortir le Togo de ce que vous savez. Devons-nous le prendre comme ça? Ou est-ce que Voilà. c'est comme ça on devrait le prendre? Voilà, merci. Pour parler, vous savez, heureusement, il n'y a pas que le Togo comme État qui était confronté à ça. Il y a beaucoup d'autres États africains à l'époque, colonisés ou bien sous tutelle de la France. Général de Gaulle, parlant de lui, qui a fait le tour des capitales de ces colonies africaines, qui a été à Brazzaville, qui a été à Conakry et autres, qui a demandé, écoutez, si vous voulez l'indépendance immédiate, vous pouvez l'obtenir avec ses conséquences. Si vous voulez obtenir l'indépendance selon le rythme de la France, venez avec nous, graduellement, on vous donnera la liberté. Et à Conakry, on sait ce que Sékou Touré a dit, etc., etc. Olympio était de ceux-là qui voulaient l'indépendance immédiate. Et quand les élections étaient organisées sous le contrôle de la SDN, Société des Nations, donc qui est l'ancêtre des Nations Unies, ben, ce groupe-là d'indépendantistes, de nationalistes, a gagné cette élection. Vous voyez, ça c'est héroïque, c'est à notre honneur en tant que Togolais. Vous voyez, donc il y a des pays où, comme en Côte d'Ivoire à l'époque avec Houphouët-Boigny, qui ont plutôt fait ce que le PTP a fait au Togo. Mais sauf que en Côte d'Ivoire, Houphouët et autres c'est eux qui ont gagné les élections. Donc Houphouët était devenu le héros et qui a dirigé le Côte d'Ivoire pendant des décennies avant de mourir. Donc, je crois que si on considère les choses dans ces proportions-là, on ne va pas juste couper la poire en disant il y avait des nationalistes et des non-nationalistes. Non. Les nationalistes qui ont gagné les élections n'ont pas gagné contre des non-nationalistes, ils ont gagné contre des gens qui prônaient une autre vision de la libération nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui. Maître Agba, Sonia avec Benamia. Maître Agba, merci beaucoup. vous êtes là? Ah oui, ok, pardon. Et donc, je disais que je remercie le grand frère Dani Aïda d'avoir interpellé sur la vraie nature du Parti togolais du progrès. Parce que, déjà, il faut resituer les choses dans l'histoire. Le Parti togolais du progrès a été créé sous l'impulsion de 3 personnes. Il y avait Nicolas Gruniski, Pedro Olympio et Derman Aeva. C'était comme ça. Donc, Derman Aeva, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est le père de Zarif Aeva, qui est décédé il y a quelques semaines de cela. Alors, ce n'étaient pas des gens qui étaient réfractaires à l'idée d'indépendance. Seulement, ils avaient un rythme qui consistait à dire que nous n'étions pas assez mûrs pour accéder à l'indépendance immédiatement. Alors que le CUT et le Juvento disaient qu'il fallait accéder à cette indépendance immédiatement. Cela voudra dire que la loi Gaston Defferre, il l'a foulée au pied. Maintenant, il y a une autre parenthèse avant d'en venir à la question principale. Dani Aïda a évoqué la question de la Côte d'Ivoire. Effectivement, la Côte d'Ivoire, avec Houphouët-Boigny, c'était des progressistes, c'était l'équivalent. Mais il y a une histoire qui est tronquée concernant Sékou Touré. Je pense que nous aurons l'occasion, peut-être une autre fois, de revenir là-dessus, parce qu'on attribue une certaine valeur à Sékou Touré qui n'en était pas une. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, pour revenir à la question principale, qui consiste à savoir s'il y avait des nationalistes au nord, je dirais sans embâche et sans risque d'être démenti que oui. D'ailleurs, même je vais vous donner quelques noms. Déjà, en allant vers le nord, si on commence par Sokodé. Sokodé, c'était le fief des personnes comme Djibril Ouréa, déjà en 1947, quand on avait l'Assemblée territoriale togolaise, qui était plutôt en majorité d'indépendantistes. Djibril Ouréa, il y avait Mama Aruna qui était là, qui était du CUT aussi, hein, donc c'était des gens du CUT. Et quand on va en pays Kabyé, jusqu'à Pagouda, il y avait Zakari Louki. Zakari Louki qui était le père de Silver Louki, qui avait fait chemin avec Djobo Boukari, Issa Abdou Raouf Touré, qui est encore présent, aujourd'hui. Et donc, tous ceux-là qui ont fait route ensemble, c'est dire qu'il y avait des nationalistes.
Maintenant, en pays Bassar, tout à l'heure, on vous a parlé du grand-père de Farida Nabourema. Il y avait aussi le vieux Binkani, qui entre-temps s'était réfugié vers 93 à Sokodé et qui avait subi les affres de Tchassama Issa. Quand je parle de Tchassama Issa, le commandant Olivier Amad doit le connaître puisque c'était un gendarme aussi qui est décédé dans des circonstances un peu troubles. C'est dire que on avait des nationalistes. Donc, on ne peut pas réduire le mot nationaliste ou indépendantiste aux seules personnes qui étaient du culte ou à tout le moins aussi du Juvento. Les progressistes aussi voulaient l'indépendance. Maintenant, ils avaient une autre manière de la vouloir qui n'était pas celle qui était partagée par tout le monde. Il fallait aller vers l'indépendance, mais à quel rythme? Est-ce qu'il fallait mûrir encore la situation? Oui ou non? C'était cela. Et pour finir ma petite intervention sur ce point, les événements sur lesquels nous aurons sans doute l'occasion de revenir tout à l'heure sont les événements, par exemple, de Piaodo, avec les martyrs, le 21 juin 57. Lors du jour du marché, quand on avait arrêté une personne du nom de Moupé, et que de là, les personnes s'étaient rebellées, qu'il y a eu des morts, il y a une vingtaine, sachant qu'à la veille, il y avait aussi des événements à Mango, où il y avait eu un mort. Donc, c'est dire qu'il y a des gens qui ont donné jusqu'à leur sang. Et si on remonte encore dans le nord, un peu plus loin, on a eu Monsieur Diagba, on a eu Martin Sankaredia, qui a été entre-temps d'ailleurs après 58 dans le premier gouvernement, en tant que ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup à dire. Et c'est là d'ailleurs que je tire à boulet rouge sur nos historiens qui sont restés bouche cousue, sans avoir dit vraiment ce que c'est que la vraie histoire du Togo. Bien évidemment, les militaires, les soudards sont venus, ils ont repris tout en main et l'histoire a été occultée. J'espère, et j'espère vraiment que nous prendrons le taureau par les cornes et que nous aurons l'occasion, avant que tous ceux-là ne meurent, les seuls survivants, de rétablir ou de restituer l'histoire togolaise. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup, grand-maître. Donc, du coup, il faudrait clairement le dire que le terme nationaliste est très mal utilisé, si on peut le dire comme ça. Moi, jusque-là, je viens d'apprendre énormément de choses parce que moi, pour moi, un nationaliste, c'est vraiment quelqu'un qui voulait l'indépendance du Togo. Ah, non, bon. Esseni, Oui. Esseni, sur ce point, d'ailleurs, je vais ajouter un point. Oui. Quand on parle des élections de 58, ben, il y avait 46 postes de députés à pourvoir. Le CUT avait 29. Le reste avait 17. Les 17 là, ça ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas l'indépendance. Il y avait 12 de la région maritime, parmi les 29 là. Il y avait 9 de la région des plateaux, mais il y avait 8 qui étaient du nord. Pour tout dire. Alors, d'où commence le nord, où finit le nord? C'est la question aussi qui se pose. Il faut s'interroger. Il y a autant d'éléments en fait. Et parmi les 17 restants, vous pensez qu'ils ne voulaient pas l'indépendance? À un moment donné, d'une manière assez différente de la manière dont la majorité le voulait. Eux, ils supposaient que c'était le colon qui devait nous amener vers l'indépendance parce qu'on n'était pas capable de diriger nous-mêmes ce pays à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est quand on fait le feedback avec tout ce que nous avons eu comme marche jusqu'ici, est-ce qu'on était assez mûrs? Je pense peut-être oui avec Sylvanus Olympio. Il savait où il allait. Mais est-ce que ceux-là qui sont venus après savaient où est-ce qu'il fallait aller? On n'en sait rien. On n'en sait rien. La preuve en est que nous sommes en train de patauger. Très bien. Merci beaucoup, maître. Est-ce qu'il y a des questions, les pays néerlandais? Non, grand sœur, vraiment merci beaucoup et merci aux grands frères qui sont présents ici. Moi, je suis à l'école, donc je considère que je n'ai rien à dire. On est tous à l'école, chef Canton. Alors, One Love. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci vraiment aux invités. Et c'est vraiment l'honneur de vous avoir ici. Moi aussi, je suis à l'écoute. Très intéressant et ça nous éduque beaucoup. Donc, j'ai pas de questions pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais poser cette question. Je crois que je vais poser cette question directement au grand frère Daniel Ida. Est-ce que l'idéologie de Sylvanus Olympio, je suppose que cette idéologie est représentée dans l'entité qu'on peut appeler unité culte. Est-ce que cette idéologie était épousée dans le septentrion? Est-ce que Sylvanus Olympio était un homme politique
apprécié de par sa manière de voir les choses? Sylvanus Olympio était un leader de son temps. Et à l'échelle de l'Afrique, on le comparerait, avec beaucoup de modestie, j'évoquerais Julius Nyerere, j'évoquerais aussi Modibo Keïta. Là, je parle du Mali. Julius Nyerere, c'est la Tanzanie. Ou, dans une certaine mesure, à Kwame Nkrumah, parce qu'ils allaient tous dans la même direction à l'époque. Sylvanus Olympio est celui-là qui, en tant que leader du culte, voulait l'indépendance immédiate en disant « Nous sommes prêts à assurer la destinée de notre pays. » Vous voyez? Et en 1956, quand le culte et la Juventus ont gagné les élections de 1956, les nationalistes ont rejeté la République autonome que le général de Gaulle a proposée au sein de l'Union française en demandant l'indépendance immédiate. Maintenant, qui est Sylvanus Olympio? C'est un Togolais né d'un père du Sud et d'une mère du Nord. D'une mère venant de Dapan, d'une mère venant des savanes, de la région des savanes actuelles. Corbongour de quoi, non? Voilà, dans la culture de cette région-là, c'est une culture matrilinéaire. Donc, au même titre qu'il y a des gens du sud du Togo qui peuvent revendiquer Olympio Sylvanus comme étant de leur communauté, mais des communautés des savanes togolaises sont légitimement fondées de revendiquer leur fils. À ce titre, je dirais que les compagnons d'Olympio se comptent dans toutes les localités du Togo à l'époque. Notre territoire de cette période jusqu'à aujourd'hui, le Togo n'a pas grandi, le territoire n'a pas été agrandi, au contraire, vous savez. On sait Olympio qui a beaucoup, à ce moment, il s'est aligné sur la tendance de l'Eveland, par exemple, qui est aussi un mouvement de lutte pour l'indépendance avec ère culturelle et géographique, ces zones-là où on parle élevé la langue dominante. Donc, je crois que Olympio, de ce point de vue, en tant que chantre de l'autonomie et de l'indépendance, a été celui qui a caractérisé, disons, l'avancement rapide du Togo vers l'indépendance. Maintenant, la victoire électorale des partis nationalistes Kut et Juvento, avec Sylvanus qui était nommé Premier ministre, et que cela a accéléré le processus vers la souveraineté. Tu vois? Donc, évidemment, quand il a pris le flambeau à partir de 56 puis 58, et tout cela très tôt, je peux dire, c'est juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a émergé, qu'il a commencé donc à s'imposer comme un acteur de premier plan, et en face de lui, il y a les progressistes, ceux qui voulaient les progressistes d'un côté, les nationalistes de l'autre. Mais tout ce monde-là attaché au devenir du Togo. Donc, je crois que de ce point de vue, Olympio, on peut reconnaître que c'est un leader qui était assez visionnaire, qui voulait l'indépendance intégrale, qui voulait un territoire, un pays, une nation à part entière, qui traite à part égale, d'égal à égal avec d'autres nations dans le monde. Il était en contact avec les États-Unis, et il était assez proche de JFK. Comment ça s'appelle déjà, du président Kennedy à l'époque. Donc, vous voyez, tout cela démontre la qualité des capacités de l'homme. Et la majorité des Togolais, vous voyez, déjà en 56 et en 58, les Togolais votaient mieux qu'ils ont voté sous le régime Gnassingbé. Parce qu'à l'époque, même sous la contrainte du colon, les Togolais ont voté, leurs voix ont été comptées et on leur a donné l'indépendance. Excuse-moi d'extrapoler ainsi. C'est-à-dire que nos grands-pères maîtrisaient, connaissaient, vivaient mieux la démocratie que celle à laquelle nous autres on aspire ou on se bat aujourd'hui. Et à l'époque, des gens de l'UCPN, donc l'Union des chefs de population du Nord, que l'administration coloniale a instrumentalisé. Et le PTP qui était modéré, parce que Grunitzky face à Olympio, voilà un autre leader qui dit oui, nous on veut aussi que le pays soit libéré de la domination coloniale,
Mais nous voulons que ça ait un rythme où nous ne perdons rien, où l'administration coloniale nous laisse tout ce qu'il nous a construit, où nous ne sommes pas redevables de ce nombre de choses. Mais Olympia a dit, écoutez, vous nous avez colonisés, vous aviez tort de nous coloniser, nous sommes capables de prendre notre destin en main, de diriger notre pays, quitter, nous pouvons battre monnaie, nous pouvons gérer notre pays. C'est comme cela que les choses sont passées. Et ça, tout cela qui justifie que jusqu'en 63, le Togo a montré une trajectoire en termes d'autonomie d'État autonome, en voie de modernisation, ce que, comparé quand même à d'autres pays à l'époque, comme le Dahomey, comparé à d'autres pays comme la Guinée, ou encore comme le Congo-Brazzaville, le Togo est un pays qui, à l'époque, était plus viable comme un pays qui pouvait se moderniser. Parce qu'Olympio était un homme assez éduqué, bien formé, qui a fait les meilleures universités de l'époque. Donc, de ce point de vue... Par là, voilà. On peut dire que dans le Nord, Olympio était un homme vraiment apprécié. Bon, ce qu'on peut dire, écoutez, je crois que du côté, si on pose cette question aux gens du Nord et autres des savanes, je crois qu'ils l'ont pas renié, sauf qu'il était plus populaire dans la partie sud du pays où son parti, CUT, a eu plus de voix aux élections de 58. D'accord. Commandant Olivier Amand? Oui, je suis là. Est-ce que non, mais toi, à l'époque, Olympio Benyare et Dina non nueria. Okpone be eye jateva wodwa be surtout avec une nationaliste. Est-ce qu'il voyait en Olympio cette personne-là, cet homme-là, ce politicien idéal pour permettre au Togo d'avancer, de faire un bond économiquement parlant, de se libérer du joug du colon? Oui, Madame Esseni, le premier président du Togo était très populaire dans le Nord. Vous savez, à un certain moment, je pense dans les années entre 50 et 58, il y avait un seul nom qui résonnait dans le nord du Togo. C'était le nom de Sylvanus Olympio. Et il avait des partisans partout dans le nord, dans toutes les préfectures pratiquement. Si vous prenez le nom de Luki par exemple, Antoine Boudjouna, Benoît Palanga, le chef supérieur même des Kabyais à l'époque, Palanga était un ami d'Olympio. C'est pas seulement un ami sur le plan politique, mais un ami d'Olympio. Ok. Et en ce moment, même les gens du Nord savaient que la maman d'Olympio venait de Korbongo, de Dapaon. Donc, naturellement, ils l'ont considéré comme un neveu et c'est ce qui a suscité davantage sa popularité dans le nord du Togo. Vous prenez par exemple les Sankariga, les Namuro Karamoko, les chefs d'Obli, les Djobo Boukari, Laurent Diagba, et tout ce monde-là. Et quand on les cite, comme ils sont nombreux, cela montre que ce président était vraiment populaire dans le Nord. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, au fil des années, le colon a réussi à implanter un système pour désorienter les fils du septentrion par rapport à l'idéologie d'Olympio, parce que Olympio voulait l'indépendance immédiate. Voilà. Donc, pour conclure, Monsieur Olympio, l'ancien président Olympio, était pratiquement très populaire dans le Nord. Merci. Vous avez abordé tout à l'heure justement la question qui va suivre. Je vais donner la parole au grand maître Agba, mais vous avez abordé tout à l'heure la question là et on l'a prévu. On aimerait savoir quels ont été les grands foyers de résistance, si on peut les appeler comme ça, hein, ceux qui résistaient au nom. Parce que bon, maintenant la question, c'est clair, il n'y a pas eu des Ablorivi dans le Nord. Mais ceux qui résistaient au nom de l'unité, au nom des cultes, quels sont ces grands foyers? Mais en attendant qu'on aborde cela, Maître Agba, vous avez quelque chose à rajouter? Olympio dans le Nord. Oui, c'est vrai que c'est un peu délicat souvent de passer après ces grandes sommités qui étaient présentes dans le Nord.
Dire le contraire, c'est se mentir à soi-même. Et j'en veux pour preuve que quand Sylvanus Olympio faisait ses tournées en allant vers le nord, il avait des amis. Ça, c'est le premier point. Et les gens de Dapaon, il est considéré comme ses oncles. Dani Aïda a eu à le dire, en fait, que c'est matriarcal. Quand on va, parce que ce sont des peuples ici, la plupart des peuples sont d'origine Gouroussi dans le nord, en fait, du Togo. Ça, c'est un autre point. Un autre point qu'il ne faut pas occulter, c'est le fait que, tout à l'heure, quand on a cité des nationalistes, en fait, déjà, j'ai eu quelques noms. Il y a Antoine Boudjouna, il ne faut pas l'oublier, le père de Pascal Boudjouna, qui était d'ailleurs chef de circonscription dans le Cloto au moment où Sylvanus était décédé. Et c'était le seul, je dis le seul, parmi les plus proches de Sylvanus Olympio, à avoir appelé à descendre dans la rue et défendre plutôt l'honneur de Sylvanus Olympio, à l'exclusion de toute autre personne. C'est vrai qu'il y a eu quelques groupuscules à Lomé, mais c'était le seul qui s'était fait marquer. Donc, c'est dire que vraiment, il y avait des nationalistes dans le Nord et plus précisément des gens du culte. J'ai eu à vous citer, déjà dès 1947, avec l'Assemblée territoriale togolaise, je vous ai cité le nom de Djibril Ouria à Sokodé, je vous ai cité le nom de Mama Runa aussi à Sokodé, par exemple, c'était des gens du culte. Donc là, je raisonne à 11 ans avant que le vote de 58 ait lieu. Ça, c'est un autre point. Un autre point à ne pas négliger, c'est le fait que, au moment où il y a eu les votes et que le culte devait l'emporter en 58, mais Derman Naeva et Maman Fousseni ont été battus à plate couture. L'un à Sokodé, donc chef de l'UCPN, dont je parle de Derman Naeva, et l'autre qui s'était présenté à Bafilo, donc Maman Fousseni, avec l'étiquette de l'éléphant. Mais on disait que c'était le blanc, le bulletin était le blanc. Il fallait voter le blanc. Blanc, cela voudra dire pour l'indépendance et non pas l'autonomie. Et c'est ça qui a gagné. Donc, c'est dire que le culte était implanté. Et je dois vous dire que Sylvanus Olympio était en avance par rapport à son temps, par rapport à son époque. C'était l'une des rares personnes qu'il faut mettre plutôt dans le sillage des personnes comme Nkrumah, qui avait gagné ses élections en 57 pour devenir Premier ministre d'abord au Ghana avant de devenir ensuite président quelques années après. Julius Kambarage Nyerere de l'autre côté en Tanzanie, ainsi de suite, sont des grandes personnalités comme ça. C'était lui, Sylvanus Olympio, qui avait pensé que l'indépendance c'est bien, mais il faut battre monnaie. Cela voudra dire que l'activité régalienne, qui est celle des finances, devrait être plutôt un poumon de l'indépendance. Par contre, et là ça a été son péché mignon, l'armée, qui relève aussi des activités régaliennes, il l'a mise de côté parce qu'il estimait que le Togo n'avait pas d'ennemis. Il y avait quelques 1500 personnes qui protégeaient. Il fallait s'en tenir à cela. Je pense qu'il n'y avait que 300 gendarmes d'ailleurs à l'époque. Il fallait s'en tenir à cela et que ça suffisait. Pour lui, c'était l'économie avant tout. L'armée et consorts, ça pourrait venir après. Je vais dire la défense. Plutôt l'intérieur. Ça s'arrête là. Et c'était son erreur. Parce que il était animé par une certaine candeur qui lui faisait croire que le Togolais était mu par cette idée de prospérité, cette idée d'avancée économique et que le Togolais était prêt à avancer. Je pense que si on avait eu beaucoup de personnes de son acabit, nous aurions avancé comme il faut. Et aujourd'hui, nous serions très très loin. Sauf que malheureusement, même au sein même du culte, et je ne l'occulte pas, hein, il y a eu des erreurs aussi au sein du culte. Quand on parle de Sylvanus Olympio, il faut que nous ayons aussi le courage un jour de nous dire la vérité, comme quoi lui aussi il a commis des erreurs. C'est une évidence. Mais ceci étant, puisque toute œuvre humaine est perfectible, je pense que s'il faut mettre le passif et l'actif, il a plus de choses à son actif. Mettre sur le coup, je vous coupe pas la parole, excusez-moi. Exemple d'erreur. Exemple d'erreur. Alors, exemple d'erreur, déjà, je vais remonter à la création du culte. Vous savez que le culte a été créé par Jean-Luc Montagnier d'abord. C'était une association qui devait regrouper des notables, donc les premiers intellectuels. C'était en 1936. Et c'est après que Sylvanus Olympio, qui a été secrétaire général de cette association, c'était une association à la base, a eu l'ingénieuse idée de transformer le culte en parti politique. Mais il faut le dire, à la base,
le culte était plutôt animé par l'idée de mettre en avant l'esprit éveillé, plutôt l'unification des éveillés qui sont... Est-ce qu'il y a des preuves par rapport à cela? Parce que nous, on entend toujours des gens dire que Olympio voulait faire du Togo une confrérie éveillée. Et donc là, vous êtes en train de le dire, de le confirmer. Mais qu'est-ce qui a mené à dire cela? Y a-t-il des preuves? Y a-t-il eu des actions qui ont amené des gens à affirmer cela? Je vais rectifier un petit point parce que je crains de me faire mal comprendre là-dessus. En fait, c'était une phase de la lutte avec le culte à la base. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans ce sens d'abord, mais quelques temps juste après, ils ont été animés plutôt par la fibre nationaliste qui consiste dans l'indépendance du Togo. Donc, c'est dire que l'événement dont on parle, c'est un fait, c'est une réalité, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était plutôt un fait dans le temps qui est bien antérieur aux idées de lutte pour l'indépendance du Togo. Donc, on ne peut pas résumer la lutte de Sylvanus Olympio à la suprématie ou alors au rayonnement de l'éveil. Non, ça a été un fait qui était rattaché à un moment donné. Mais ensuite, tout de suite, il est passé à autre chose. Sylvanus Olympio, c'est l'homme du Togo du nord au sud. Et il n'était pas dans l'exclusion. C'était un rassembleur. Par contre, il y a eu cette partie-là. Sauf que, un autre aspect qui a été difficile, c'est que ce n'était pas une question de Sylvanus Olympio. Mais vu qu'il y a eu ce petit aspect-là à la base, et qu'ensuite, il y a eu des dissensions au sein du culte. Je ne sais pas si on peut dire que c'est le sujet aujourd'hui, mais par exemple, au moment où Sylvanus Olympio devait mourir, il n'était pas plutôt en entente sincère avec certaines personnes du culte, comme Noé Koutsoukouli, par exemple. Ils étaient là entre eux, il y avait des dissensions. Je ne dirais pas que c'est de sa faute, pas du tout. Mais il était animé par une certaine rigueur. D'après ce que moi j'ai appris de ceux-là qui m'ont enseigné, il était animé par une certaine rigueur. Une rigueur qui était mal comprise ou alors qui était difficilement comprise. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon dictateur pour ne pas surfer sur les mots? De toute façon, permettez-moi de faire une digression là-dessus. Quand on parle de dictateur, c'est avec notre époque que le mot dictateur est devenu quelque chose de péjoratif. À l'époque de la Rome antique, quand on parle de dictateur, c'est quand il y a un désordre au sein d'une contrée donnée qu'on nommait un dictateur, qui avait donc une sorte de concentration de pouvoir pour un temps donné. Ça peut être 4 ans, ça peut être 2 ans, et il faut mettre de l'ordre, de manière à ce que tout devienne positif. Alors, si vous voulez qu'on dise que Sylvanus Olympio était un dictateur, alors je dirais que c'est un dictateur positif. Contrairement à ce que nous avons comme ramassis de va-t-en-guerre et de vauriens que nous traînons aujourd'hui et qui font que notre aspiration pour la liberté et la prospérité est en train d'être retardée. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, grand frère. Oui. Tu permets, Séni? Oui, bien sûr. Une intrusion là. C'est pas mon temps de parole, mais je tiens à le faire. Vous savez ce qu'on peut reprocher à Olympio à cette époque-là? C'est d'avoir été plus malin que le colon qui avait son plan. C'est d'avoir été quelqu'un d'assez érudit, à laisser éclore un mouvement appelé culte, à ne pas le diriger, à le laisser entre les mains d'Agostino de Souza, qui avait toutes les grâces de l'administration coloniale, et puis peu à peu à faire adhérer ses amis à travers tout le Togo à ce mouvement, à gagner les élections 58 et s'imposer. Effectivement, mettez-moi dans le contexte d'Olympio dans cette période après la Deuxième Guerre mondiale, face à cette administration coloniale française. La France n'était pas un pays colonisateur. La France n'avait qu'un mandat de la Société des Nations pour administrer un territoire appelé Togo à l'époque. Vous voyez? Donc, face à toutes ces contingences, sachant que on a en face de nous des frères et sœurs du PTP qui disent « allons lentement ». Vous savez, il y a une phrase, il y a une citation de Olympio que j'aime bien. Quand on lui a proposé disons, qu'on concède l'indépendance de façon graduelle, ben, il a remercié les Français de façon ironique en disant vraiment c'est beaucoup d'honneur pour nous, mais on est désolé, on peut pas prendre ça maintenant. Laissez-nous plutôt la liberté intégrale et laissez-nous faire, laissez-nous commettre des erreurs. Vous voyez? Donc, quand vous faites face à cette administration coloniale,
face à laquelle vous avez gagné des élections, et en face d'eux, avec qui était favorable à d'autres de nos frères et sœurs. Et à côté de cela, vous n'avez pas d'administration publique. Olympio Premier ministre, devenu Olympio président en partie de 60. Et qui doit maintenant mettre en place ce que mon ami et frère Kwasi Gagban connaît bien, ce qu'on appelle la puissance publique. À l'époque, il n'y a pas d'armée et tout ça. Il faut mettre en place la police pour maintenir l'ordre, remplacer l'administration coloniale. Je vous dis, on est en 2026. Mettez-moi dans le même contexte qu'Olympio. Je serais un homme d'État très dur pour mettre de l'ordre. On peut dire comme Patrice Talon aujourd'hui ou c'est pas trop la même chose? Voilà une comparaison. C'est pour ça que j'ai pas trop osé, mais bon, est-ce qu'on pourrait dire ça? Vu J'aime tout bien que Patrice Talon J'aime bien Patrice Talon, c'est un ami, on se connaît bien, mais permet que je ne réagisse pas à cette question. Très bien, merci. Je le prends. Ok. Donc, vous avez fini, c'est bon? Intrusion, mais je sais que mon grand frère Olivier n'a pas encore réagi depuis un moment. D'accord, merci beaucoup. Grand frère Olivier, oui. Oui, merci Dani. Le président Olympio était très rigoureux. Très, très rigoureux. Parce qu'il se battait contre la corruption et il était rassembleur. Son objectif, c'est d'amener le Togo à être entièrement indépendant, frapper une monnaie et avoir une indépendance totale. Voilà. Donc, quand on est comme ça, naturellement, ça suscite, je dirais, des ennemis. Ceux qui veulent le gain facile, ceux qui veulent aller d'une manière vivre d'une manière richement, voilà, cela fait que les ennemis apparaissent. Et c'est à cause de ça seulement on l'a traité de dictateur. Voilà, il n'aimait pas certains trucs. Et c'était normal. Voilà un Togo qui a commencé, qui est né, qui a commencé par évoluer. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Donc il était dans cette rigueur-là. Et voilà. Donc, c'est un homme providentiel, c'est un homme qui avait une vision, c'est quelqu'un qui était ordonné, très, très lucide. Voilà, donc, ça a suscité certains mots comme dictateur, tout ça là, mais en fait, au fond, c'était une dictature positive, comme l'a dit Kwasiga. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. En attendant qu'on passe à la question suivante, moi, j'aimerais juste savoir, quels étaient les foyers de résistance dans le Nord? Si vous pouvez en citer quelques-uns. Je vais commencer par... Oui, allez-y. Ouais, mon canton était un foyer de résistance. Hein. Voilà, donc... oui. Mis à part cela. Ouais, l'arrestation de Mokpe, à l'époque, a suscité une révolte. Un 21 juin 1957, jour de marché de Piarodo. Et là, cette révolte a occasionné combien? 21 morts. Et c'était des flèches, des lances contre les armes à feu. Voilà. Donc, autre foyer de résistance, on peut même citer Mango. Hein? Mango, les Tchokosi ne se laissaient pas faire. Bon, mais dans certaines... Est-ce qu'il luttait? Par exemple, Mokpe, oui, on le sait. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres qui ne le savent pas. On sait que Mokpe, c'est quelqu'un qui fonctionnait pour unité. C'était clair. Oui. C'était clair. Mais est-ce que tous les autres, ils luttaient pour unité, pour Olympio? Ouais, bon, vous savez, c'est dans les années 56, avec... le PTP, la colonisation, qu'il y avait un peu de scission de certains qui se sont désolidarisés. Voilà, donc sinon la quasi-totalité des hommes engagés, des gens engagés en ce moment luttaient pour l'unité. La preuve, ils ont eu jusqu'à 8 députés dans le Nord. Ok. Voilà. Okay. Merci beaucoup, commandant. S'il vous plaît, Seni. Je me suis introduit dans le débat. Si vous voulez, je peux vous parler un peu des foyers de résistance à Bassar. D'accord, un instant. Je vais faire le tour et je vous reviens. Merci. Ça va, ok. D'accord. Je vais avec Maître
Agba, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Esseni. Je crois avoir entendu une voix qui pourrait me ressembler à celle de Salomon, je crois. Si c'est Salomon. Oui, c'est Salomon. Oui. Bien sûr, merci beaucoup, Salomon, parce que je lui laisserai le soin de parler du foyer de résistance dans les environs de Bassar et Kabou, parce que il a même un article là-dessus qu'il a rédigé de ses mains. Et je pense qu'il sera à même de le dire ou de l'expliquer mieux que moi. Il va aussi parler du grand-père de Farida Nabourema, qui était aussi un grand résistant, et aussi de monsieur Benkani, dont je venais de parler. Et à part cela, le commandant Olivier Ama a soulevé le cas de Moupé et autres. Et là, on parle de Piaodo, le vendredi, jour de marché, quand il y a eu cette grabuge, en fait. Et là, je resitue ça dans le contexte. Il y avait une mission de l'ONU, dirigée par un Libérien du nom de King, qui était venu avec 6 autres personnes. Il fallait venir voir, est-ce que le Togo était prêt à passer à l'indépendance? Quelles étaient les aspirations des Togolais? Est-ce l'autonomie? Est-ce l'indépendance? Et la mission séjournait depuis mai 57. Et c'est là, quand elle est allée vers le nord, en fait, qu'il y a eu ce problème-là, parce que Moupé avait été arrêté. Et là, il y a eu des gens qui s'étaient soulevés parce qu'il fallait le libérer. Et de là, il y a eu grabuge et il y a eu une vingtaine de morts. Et je disais tout à l'heure tantôt que, à la veille, à Mango, il y avait eu déjà un mort. C'est vous dire que partout, il y avait des problèmes, il y avait des foyers de résistance et de tension. Et le père de Silver Louki, Zachary Louki dont je parlais, il était de Pagouda. Donc c'est vous dire que lui, il était député, dès 47 déjà, il était député, ce monsieur, du CUT, je le précise. Et il a été affecté vers Sokodé en tant que conducteur des travaux publics. Je pense bien que ça devait peut-être même être une affectation punitive. Peut-être. Alors, je vais creuser là-dessus. C'est juste un soupçon, en tout cas. Et c'est vous dire qu'il y avait des foyers de résistance. Et quand on arrive, quand je vous parlais du blanc qui avait finalement gagné après tout en 58, à Bafilo, à Sokodé, de telle manière même qu'on se moquait de Maman Fousseni, par exemple, puisque à l'époque, s'il faut citer un peu en thème, il y a une chanson qui disait « Biazé, Tounkeranye, Biazé ». Cela voudra dire « Les enfants, écartez-vous, l'éléphant arrive ». C'était son symbole. Sauf que l'éléphant est arrivé avec un pied cassé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire à quel point c'est allé très, très loin. Il y a eu des religieux, des chefs religieux, imams et consorts qui ont été démis de leur fonction, d'imamats. Donc si ce n'était pas des foyers de résistance, on n'aurait pas assisté à de tels événements. Donc c'est dire que le culte était présent partout. Tout à l'heure, vous avez posé une question avec subtilité. Est-ce que c'était Sylvanus Olympio qui était populaire ou alors est-ce que c'était le culte? Je dirais tout simplement que c'est simple. Sylvanus Olympio était l'incarnation du culte en personne. Alors, quand on aime le culte, c'est qu'on aime Sylvanus Olympio. Et quand on adule Sylvanus Olympio, c'est qu'on est pour le culte. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, Maître Agba. Grand frère Dani Aïda. Oui, après Kaka. Et là, sur ce sujet-là, je peux avouer que Arnaud me bat. Arnaud, je vais être franc avec toi. Sachant que cette question va revenir, quand Tabron m'a appelé cet après-midi, et je me suis préparé, Arnaud, là je t'assure, et puis j'ai appelé un ami historien à Lomé, en disant voilà, il y a des jeunes frères et sœurs qui veulent qu'on leur parle de la résistance et puis de la lutte contre le colon et pour l'indépendance au nom du Togo. Et quels étaient les faits, les localités clés qui ont marqué. Donc là, franchement, ce que je vous dis là ne vient pas de moi parce que je suis pas expert en cette matière-là. Je ne vais pas vous donner le nom de ce frère qui m'a envoyé ces informations. Il va parler de Tchamba, par exemple. Il a dit qu'à Tchamba, était le théâtre de plusieurs actions de désobéissance civile. Déjà à partir de 45 jusqu'en 50, et qui avait des leaders locaux qui ont mobilisé la population pour organiser des grèves, des sittings et autres en faveur de l'indépendance. Il y avait des chefs traditionnels, des leaders traditionnels et des jeunes militants qui ont influencé. Et ceux-là étaient déjà engagés dans les mouvements à l'époque au niveau panafricain, des mouvements panafricanistes qui avaient des idées comme les idées de Modibo Keïta, déjà les Tchikanta Diop qui alimentaient le panafricanisme et autres. À part Tchamba, il y a Dapaon, par exemple. Dapaon a été un point de ralliement pour des mouvements nationalistes.
Est-ce que cela est dû au fait que la mère de Sylvanus venait de là-bas? C'est à creuser. Donc, il y a des réunions secrètes, selon mon ami historien qui m'a envoyé ces informations de Lomé, et qui ont souvent lieu dans cette localité et qui sont planifiées, qui ont planifié des actions contre l'occupation coloniale. Vous voyez? Donc, des acteurs clés à l'époque. Donc, à part le culte de Sylvanus Olympio et Juvanto, qui était la tendance jeune de cette coalition, il y a d'autres acteurs clés, y compris à l'intérieur du PTP, qui voulaient l'indépendance et qui sabotaient, qui ne respectaient pas. Il y en a qui ne payaient pas leurs impôts à l'époque. Quand le colon vient pour collecter l'impôt, on donne le mot d'ordre. Allez, on se cache dans la forêt jusqu'à ce que le collecteur ne parte. Et tout ça, là, c'est des actions de désobéissance civile qui ont marqué. Socoré. Je suis surpris que mon frère Arnaud n'ait pas parlé de Socoré. Il y a eu des manifestations à Socoré à partir de 1956 où la population a exprimé son mécontentement face à la politique d'assimilation culturelle, par exemple. Et ça, c'est un aspect. Il y a de jeunes historiens togolais qui ont écrit. Il y a même un ouvrage qui a été publié en 2010 sur ça, et qui a même fait cas d'un mouvement de libération nationale qui organisait des rencontres secrètes à Socoré. Il y a même des mouvements secrets. Vous voyez, nos cultures. Il y a une dimension culturelle de la lutte pour l'indépendance, de la lutte contre le colon, que parfois on a oblitéré. On doit creuser ces aspects-là parce que les divisions multiples, le colon nous a divisés. Et Olympio qui n'a eu que 3 ans avec cette administration et à qui on n'a pas donné le temps. J'extrapole, Esseni. Imagine qu'on ait laissé 5 ans, 10 ans à Olympio. Je suis sûr qu'il se serait réconcilié avec les frères et sœurs du PTP. Je suis sûr qu'il aurait créé un socle nationaliste plus grand pour dire, voilà, la vision que nous avons de ce petit territoire, nous ne sommes pas capables de récupérer cette partie-là que les anglophones nous ont prise, mais nous sommes capables d'édifier une nation moderne. Voilà, je sais que mon autre frère va parler le pays kabyère. Il y a le professeur Gaïbor, et je vous invite à le lire, qui a publié beaucoup sur ces aspects-là, à Bassar, à Binaparba, Bichabé, il y a pas mal de choses qui sont déroulées dans ces parties-là, et qu'on nous a dit déjà à l'école, mais pas avec assez de précision, mais il y a des ouvrages, y compris récents, qui nous rappellent que nos devanciers, en ce temps-là, avec le peu de moyens qu'ils avaient, étaient déjà engagés et étaient fiers de le faire. Merci, Esseni. Merci beaucoup, mon frère Daniaïda. Samedi. Oui, bonsoir, Esseni. Merci Allez, je beaucoup. vous donne 3 minutes. Ouais. Okay, merci beaucoup pour le travail que vous faites et puis merci à tous les invités. Moi, je vais aller tout droit. Je vais juste lire un extrait de l'article dont parlait mon frère Maître Agba. Allez-y. Alors, je commence. La lutte exemplaire du peuple Bassa pour l'indépendance du Togo. Les colons français, à la suite de leurs voisins allemands, pensaient avoir brisé l'esprit indomptable des Africains et particulièrement du peuple Bassa. Ils ont eu la désagréable surprise de constater que les filles et filles de la région n'avaient rien perdu de leur esprit rétif. Très tôt, les indépendantistes trouveront un écho favorable auprès de la majorité du peuple. Très organisé autour de certaines grandes figures, le peuple Bassa sera à la pointe de la lutte. Malgré tous les moyens de répression, le harcèlement et 1000 tentatives pour diviser le peuple, le colon n'a pas réussi à entamer la détermination des Bassards. Nos pères, malgré leurs maigres ressources issues des activités agricoles, cotisaient avec discipline pour soutenir la lutte. Les fonds alors rassemblés étaient régulièrement convoyés à Lomé auprès de l'un des grands leaders indépendantistes, le célèbre Pas de Souza. Alerté, le gouverneur de la région interdit le courrier. Pour contourner cette interdiction, nos parents ont choisi un patriote, le nommé Kissa Ougan, qui, à pied, convoyait sans cesse les fonds de la lutte jusqu'à Mango, où un correspondant, à la personne du valeureux Bassa appelé Ali Tchonchoko, s'en chargeait. Je profite pour corriger ce que mon cher commandant Olivier disait. Ce n'est pas le papa de Farida qui convoyait, bien qu'il était un grand nationaliste. Bon, voilà. Donc, je continue. Il était désigné pour faire parvenir la contribution au destinataire Pas de Souza à Lomé. Cette bravade
et ce désintéressement de jadis doivent interpeller aujourd'hui les citoyens togolais engagés dans la lutte de libération, mais qui encore rechignent à s'acquitter des cotisations demandées. Dans tous les quartiers et cantons de la région, des patriotes déterminés et convaincus se sont joints au mouvement et y ont pris une part active. Ainsi, on peut citer à Ouadande. Je vous rappelle que Ouadande, c'est l'un des fiefs même du nationalisme, des nationalistes à l'époque, à Bassa. Voilà, c'est là où je suis, par exemple, pour ceux qui connaissent le frère Napochin, il est de Ouadande. Si vous connaissez le professeur Labante, qui est aussi un historien, enseignant à l'université, voilà, c'est leur quartier. Bon, et le fameux Binkani dont parlait Maître Agba. D'ailleurs, c'est les Binkani qui sont les chefs de ce quartier. À Ouadande, nous avons Tchedre Binkani. Voilà, c'est de lui qu'on parlait, c'est le papa de celui qu'on parlait. Nadjombe Bouraïma. À Nangbani, ça c'est les quartiers de Bassa, Sonhaï, Akuma, Faré Ankui. À Binaparba, vous avez Nyandi Koku, qui sera plus tard battu à mort en 66. Nakpan Banoukou, à Bikotibe, vous avez Mama Kassenya, ça c'est une femme ça, vous voyez. À Kwankisi, vous avez l'Amazone, voilà, c'était une femme. Une femme intrépide nommée Tien Amina. À Kodjodumpu, à Bichabe, Monsieur Koupokpa Djaye, Wadja Pachin, bon, je peux en citer. À Kabou, donc vous avez les Nabourema, vous avez, par exemple, le papa, il y a un gars qui s'appelait, le papa notre fameux général, comment il s'appelle encore, celui qui avait remis le pouvoir à Yademala. Comment il s'appelle? Nanja. Le papa de Nanja, c'était un grand nationaliste. D'ailleurs, ce monsieur est resté, par exemple, un militant de l'ANC jusqu'à sa mort. Ça peut étonner beaucoup de Togolais. Ben c'est très étonnant. Bon, voilà. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant à Bassa, c'est qu'il n'y avait pas que les Bassa. Il y avait d'autres peuples qui vivaient à Bassa et ils ont fait la lutte ensemble. Et je vais vous donner un peu quelques exemples. Et la liste sera longue pour citer tous ces valeureux fils et filles du milieu qui, avec bravoure, ont donné certains jusqu'au prix de leur vie pour la patrie. Ces moments de lutte de l'indépendance constituent une période exaltante qui mérite une attention dévote. C'est un legs pour les générations futures. En effet, Bassa fut la région où l'identité de la nation togolaise prit forme. Les Bassa n'étaient pas seuls. Il y avait une union sacrée des patriotes de plusieurs autres régions du Togo vivant à Bassa. En l'occurrence, une forte communauté des gens dits du Sud, pour la plupart des commerçants fonctionnaires. Un brassage d'hommes et de femmes venus d'horizons divers et bénéficiant de largesse de la population indigène reconfigure tout Bassa, rattaché par le destin au moment de la lutte, unis dans la même foi, celle de libérer leur pays. Ces vaillants Togolais se sont battus pour la patrie. Rappelons que le docteur Trenou, s'il y a beaucoup qui ont entendu ce nom, Monsieur Josué Kokou Mablé. Mablé, je vous rappelle que c'est le grand-père de Kodjo que vous connaissez. Voilà. Et Monsieur Trenou a été élu pour la première fois avec la liste. Et sera plus tard même, je pense, qu'est-ce qu'il fut? Il fut à la première, il fut élu à la première assemblée territoriale de 46 à 51. Et il servira même plus tard, il siégera comme secrétaire général dans le bureau de cette assemblée présidée à l'époque par feu Sylvanus Olympio. Vous voyez? Donc, il y avait le vieux Carbou, originaire de Bafilo. Peut-être que Maître Agba doit avoir entendu parler de lui. Vous voyez? Il était aussi à Bassa et c'était les grands cadres. Il était même le trésorier. Voilà, du culte. Voilà. Donc, je ne vais pas continuer, la liste est trop longue, mais c'est juste pour vous montrer que c'est toutes les populations du Togo qui ont pris part à ce combat. Donc, c'est vraiment une escroquerie, une supercherie que certains veuillent s'approprier ce combat qui a été mené par tous les Togolais. C'était pas seulement les gens du Sud, c'était pas les gens seulement de l'Est, ni de l'Ouest, c'était tout le Togo. Et je pense que nous devons reprendre cet esprit si nous voulons libérer. Aujourd'hui, nous n'avons plus les colons, mais nous avons le valet des colons qui est fort. Et nous faisons face. Il faut se retrouver cet esprit où tous les Togolais, quel que soit, indifféremment de leur ethnie, de leurs origines, s'assemblaient pour libérer. C'était l'amour
l'amour pour le pays, c'était le patriotisme. Donc ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle, moi je vais seulement dire que comment on dit ça, et en parlant du nationalisme de l'époque, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus parler peut-être du nationalisme, c'est le patriotisme. Parlons simplement du patriotisme. C'est ces valeurs, c'est de ça que nos parents, c'est ce qu'ils avaient pris à corps pour mener la lutte de l'indépendance et pour réussir. Donc aujourd'hui, on a besoin de cet exemple du patriotisme qui était né. Et je rappelle que il y avait des anonymes qui ont mené ce combat, qui n'étaient pas forcément dans le culte, mais qui avaient épousé cette idée. Vous voyez, donc c'est tous les Togolais. Je vous remercie, vous pouvez me descendre. Merci beaucoup pour cette émission. Très, très édifiant. Merci infiniment. On a beaucoup appris.